Même principe aussi avec les interventions, je passerai tout à l'heure, vous passez le micro. Il y a avec nous déjà installés en place les grands ambassadeurs et les témoins du lycée Jeanne d'Arc. Et puis je voulais aussi répondre à tous ceux qui me disent qui est ce journaliste qui est brillant et il connaît bien le sujet. Alors, je vais vous laisser vous présenter parce qu'il n'est pas que journaliste, justement. Oh là là, merci de votre accueil. Je suis Sébastien Boller, je suis effectivement journaliste à une revue de neurosciences et de psychologie qui s'appelle Cerveau et Psycho. Je suis chroniqueur sur France Inter sur l'émission La Tête au Carré le mercredi. J'ai chroniqué longtemps à l'émission Arrêt sur Image sur France 5, et de décryptage des médias donc. Et je suis auteur sinon d'ouvrages de neurosciences, de psychologie et aussi de littérature. Voilà. Merci. Voilà, et puis on peut retrouver aussi sa biographie également dans notre livre et programme et sur notre site internet. Voilà, merci. Merci Nadia. Bon, modéliser la pensée. Alors là, on va passer à autre chose. Oui, c'est un petit peu... Est-ce que c'est du domaine du fantasme, comme on l'a beaucoup vu dans les ouvrages de science-fiction, ou est-ce qu'aujourd'hui, avec les progrès des neurosciences et puis aussi de la cybernétique, on peut commencer à poser cette question sérieusement? Alors aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment réuni autour de nous 4 des interlocuteurs les plus intéressants pour répondre à cette question, puisque je vais vous les présenter donc de droite à gauche. Bernard Mazoyer, vous êtes professeur de radiologie au CHU de Bordeaux, directeur du groupe d'imagerie neurofonctionnelle et unité mixte de recherche du CNRS. Hervé Schneves, vous êtes docteur en médecine et en sciences, directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste et neurologue à l'université Paris-Descartes, c'est ça? Maintenant Pierre et Marie Curie. Et Richard Walker, vous êtes porte-parole du projet Human Brain Project à Lausanne, et ça vous avez peut-être entendu parler déjà. C'est ce projet qui consiste à essayer de modéliser le cerveau, en tout cas de construire quelque chose qui pourrait ressembler à un cerveau artificiel. Et à ma droite, Pierre-Marie Lédo, vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur dans l'unité Perception et Mémoire, et au CNRS, Gènes, Synapses et Cognition. Vous travaillez notamment sur l'interface cerveau-machine. Ça va nous intéresser. Et vous êtes co-auteur avec Jean-Didier Vincent de l'ouvrage Le cerveau sur mesure chez Odile Jacob. Alors, modéliser la pensée, comment est-ce qu'on pourrait essayer de poser cette question? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la pensée, a priori, c'est quelque chose d'assez immatériel, mais aujourd'hui, ce que nous proposent les neurosciences, c'est quand même d'accepter un schéma conceptuel, on peut appeler ça un paradigme, qui consiste à dire que finalement la pensée, elle émerge si elle n'est produite directement par le cerveau. Donc c'est un point de vue assez matérialiste dont on peut discuter. Et en tout cas aujourd'hui, puisqu'on parle du cerveau, on va quand même prendre le problème de ce bout-là. Alors moi j'ai envie d'abord de demander à Richard Walker, qui est à ma gauche, de nous expliquer où en est ce projet. Alors vous savez que il a reçu des subventions très importantes de la communauté européenne il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois. Un peu moins d'un an, voilà. Et que donc c'est un projet très ambitieux qui regroupe plusieurs centres de recherche en Europe. Et Richard Walker va peut-être essayer de nous expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est à la frontière de la biologie et puis quand même des sciences de la computation, des ordinateurs. Donc est-ce qu'on est dans la création d'une intelligence artificielle ou dans quelque chose à visée scientifique plus concrète? Alors Richard Walker, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, quelle est son ambition et comment il est organisé concrètement? Alors, je fais mon mieux. Alors, on sait depuis 2000 ans que la pensée, c'est lié au cerveau. Depuis Hippocrate, on sait que son cerveau ne pense pas. Mais dans le même temps, on a infiniment de difficultés à savoir comment on pense. Quels sont les mécanismes du pensée? Alors, il y a des années, il y a eu des tentatives à faire de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. De prendre une fonction du cerveau, par exemple le langage, ou par exemple la navigation, ou jouer aux échecs, et modéliser ces fonctions sur l'ordinateur. C'était basé sur le présupposé que le cerveau, c'était une espèce d'ordinateur. Alors cela a donné des résultats très intéressants, point de vue de l'ingénierie. Beaucoup de choses que vous utilisez sur Internet tous les jours viennent de ces recherches-là. Mais à la fin, ça nous a dit relativement peu par rapport au cerveau lui-même. On n'a pas compris la machine, l'engin de notre pensée.
De l'autre part, il y avait des recherches pratiquement indépendantes en neurosciences. On essayait de voir comment s'était fait le cerveau. On a vu depuis plus de 100 ans que c'est fait de neurones. Dans le cerveau humain, il y en a plus de 87 milliards de neurones qui sont connectés. Chacun a environ 5-6 000 de connexions envers les autres neurones. Alors, on a compris toujours de plus comment ça marche comme machine. Mais encore là, on n'a pas compris la pensée, parce qu'on a compris la mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans le projet Human Brain Project? On veut créer un lien entre les deux niveaux. D'un côté, on a la fonction, on a vos pensées, on a la poésie, la littérature, toute la culture humaine. De l'autre part, vous avez une machine, vous avez des neurones, des connexions. Nous, notre enjeu, c'est tenter de créer un pont entre les deux niveaux. Alors vous pouvez le penser un peu comme votre téléphone portable. Si vous prenez un téléphone portable, vous pouvez regarder les programmes, les apps, et vous pouvez les étudier du point de vue de l'utilisateur. Vous pouvez dire, bon, si je pousse là, quelque chose va arriver, je vais communiquer, le jeu va se mettre en mouvement. Et ça, c'est un niveau de compréhension. Un deuxième niveau de compréhension, je dis, bon, à ce point-là, le jeu se bloque. Heureusement, ça arrive très peu maintenant. Et ça, c'est un problème du programmateur, c'est mal programmé. Mais à un certain point, vous voyez l'écran tout noir. Et ça, c'est pas un problème du programme, c'est un problème du cerveau, de l'électronique qui est dans le téléphone. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est lier tous ces niveaux entre eux, et on le fait par le biais de la simulation. On modélise tous les différents niveaux ensemble. Alors, on va voir que cela a beaucoup de limites. On ne pense pas aujourd'hui avoir réalisé un vrai cerveau artificiel. On pense que c'est encore très lointain pour le futur. Mais on pense comme ça pouvoir créer les ponts et aussi voir ce qui arrive quand le cerveau se rompt. C'est-à-dire, si je veux jouer bien avec mon téléphone portable, il est suffisant de comprendre la logique des jeux. Mais si je veux le réparer quand il se rompt, je dois comprendre l'électronique qui est en dessous. Et c'est la même chose pour nous. Si je veux parler avec une personne, j'ai absolument pas besoin d'être neuroscientifique. C'est probablement un désavantage, parce qu'on parle mal. Mais s'il y a un cerveau qui marche mal, parce qu'il y a une maladie d'Alzheimer, un parkinsonisme, la schizophrénie, à ce point-là, il faut voir comment le cerveau marche. Je vais y revenir dessus, mais je pense que c'est le moment pour céder la parole à quelqu'un d'autre. Oui, j'allais vous demander où est-ce qu'il en est, ce cerveau artificiel. Est-ce qu'il est déjà en train d'ouvrir ses ailes, de penser, d'avoir une conscience, ou est-ce que il n'en est pas du tout là? Le cerveau, je ne sais pas s'il a des ailes. Mais où est-ce qu'on est? On est très lointain du but. Au moment où on réussit à modéliser peut-être 1 million de neurones du rat, ce qui est très lointain du 87 milliards de neurones d'un être humain. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses dans le cerveau qui se répètent. Les circuits que je modélise maintenant dans le rat, si je les répète des millions de fois, j'ai une première approximation de cerveau humain. Alors, de là dit que ce cerveau va penser, va faire des poésies, va tomber amoureux, il faut un peu de temps, quoi. On est très très lointain de ça. Donc, si je pense à une métaphore avionique, on est plus ou moins aux frères Wright au début du XXe siècle et on attend les avions de ligne, ils sont encore très très loin. Mais quand même, on pose les premiers principes avec lesquels on veut travailler. Bon. Pierre-Marie Liédot voulait réagir. Je voulais apporter simplement peut-être un complément d'information pour que notre auditoire puisse comprendre un peu les enjeux qui se cachent derrière cette discussion. Et je pense que je vais parler ici sous le contrôle ici de Richard, mais il est vrai qu'aujourd'hui les neurosciences représentent une science
qui à peu près a 30-40 ans derrière elle, et qu'aujourd'hui on s'ouvre vers les sciences dites du big data. En fait, derrière ce grand projet se cache aussi l'idée que les scientifiques, tout seuls isolés sur leur bureau, ne pourront pas résoudre ce problème de qu'est-ce que la pensée, comment fonctionne notre cerveau, etc. Et c'est pas vraiment unique d'ailleurs, cette tendance n'est pas unique aux neurosciences. On le voit dans tous les domaines des sciences du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui s'ouvre devant nous une nouvelle ère qui s'appelle l'ère du big data, c'est-à-dire qu'on se met à collecter les données qui sont parsemées dans tous les laboratoires, dans tous les centres hospitaliers qui ont bien voulu verser dans le numérique. Ceci fait aussi la transition avec la précédente table ronde. Donc il est important de comprendre les enjeux aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humanité a à sa disposition un corpus de données qu'elle n'a jamais eu auparavant, que les philosophes, les mathématiciens, les physiciens, les biologistes, les anthropologues, tout le monde se met à partager les données, et que finalement on est devant une science qui est en train d'émerger, c'est celle du big data. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, et dans cette science du big data, le projet Human Brain, vous me contredirez si j'ai mal compris, mais c'est finalement un outil informatique dans lequel vous essayez de rentrer le plus de connaissances possible sur le fonctionnement du cerveau humain. Exactement. Alors, moi j'ai un modèle du cerveau où il y a des paramètres, il y a des choses qui décrivent comment ça marche un neurone, comment il est connecté, etc. Alors, chaque fois qu'il y a un groupe de neuroscientifiques dans le monde qui font une recherche, ils me donnent des informations qui me permettent de fixer des paramètres. Donc, je sais qu'un neurone dans la couche 5 du cortex somatosensoriel de mon rat, il a une certaine excitabilité ou quelque chose comme ça. Et donc, je prends les données de tout le monde, je les mets dans le modèle. Et c'est un peu comme un puzzle, dans le sens que dès que j'ai fixé certaines données, il y a des autres données qui sont carrément impossibles. Ils ne peuvent pas être vrais. Comme chaque information que je prends en plus d'un groupe quelconque dans le monde essaie de limiter ma recherche pour le futur, et il met des contraintes sur mon modèle, et mon modèle devient toujours plus une représentation véritable de comment il est fait le cerveau. Alors vous avez prononcé des mots savants, alors je ne sais pas si tout le monde parmi vous est familier de ces termes-là, le cortex somatosensoriel, les neurotransmetteurs, tout ça. Alors donc le cortex somatosensoriel, c'est une partie du cerveau, et cette partie du cerveau est constatée d'un grand nombre de neurones. Alors le projet Human Brain, c'est modéliser d'abord, comprendre le fonctionnement d'un neurone, ensuite d'un groupe de neurones, et ensuite des parties entières du cerveau. Alors ces données sur le fonctionnement des parties plus larges du cerveau, je crois que Bernard Moissoyer, vous faites partie de ces gens qui donnent régulièrement des résultats de ce point de vue-là. Donc c'est l'utilisation de l'imagerie cérébrale pour savoir comment fonctionne le cerveau humain, et puis aussi des liens avec le fonctionnement des gènes. Donc sur le lien justement entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de la pensée, vous avez, je pense, réfléchi à ça, on en parlait un petit peu avant, mais il y a aussi des problèmes de ce côté-là. Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question. En fait. Je pense que on parle de sciences différentes là. Je vous donne mon point de vue. La pensée, pour moi, c'est le domaine des psychologues. Les troubles de la pensée, c'est le domaine des gens qui font la psychopathologie, les psychiatres. Les gens qui font de l'imagerie cérébrale ne s'intéressent pas à la pensée. Ça les intéresse comme vous et moi, quoi. Mais quand on est dans notre laboratoire, on ne s'intéresse pas à la pensée. On a un objet d'étude, qui est le cerveau, et on a des outils pour étudier ce cerveau. L'imagerie cérébrale, je ne vais pas vous faire toutes les techniques d'imagerie cérébrale, vous avez entendu parler d'IRM, de magnétoencéphalographie, de tomographie par émission de positons. Et quand je suis dans mon laboratoire, j'étudie le cerveau avec un outil, et cet outil me montre un certain niveau d'organisation du cerveau. Alors là, ce niveau-là, il est assez particulier parce que cet outil permet d'observer des cerveaux humains vivants, en bonne santé, on appelle des témoins volontaires sains. Et ce niveau-là n'est pas le niveau dont on vient de parler. Ce n'est pas le niveau du neurone. On regarde on ne va même pas dire des groupes de neurones, on regarde des morceaux de cerveau qui contiennent plusieurs centaines de millions de neurones, plusieurs milliards de synapses. Et il n'y a pas que ça, il y a du tissu autre que du neurone, il y a ce qu'on appelle de la glie, il y a des vaisseaux. Et cet ensemble-là, donc qui paraît un petit peu, évidemment, de nature un peu floue quand on compare ça avec
la physiologie du neurone, cet ensemble-là, quand on le regarde avec ces techniques, il est quand même organisé. Donc moi, mon travail, c'est de regarder l'organisation du fonctionnement du cerveau, et je dis bien du cerveau, pas de la pensée, l'organisation du fonctionnement du cerveau. Bon, on nourrit effectivement le Human Brain Project avec ça, parce que c'est un des niveaux d'organisation. Je ne sais même pas si c'est celui qui est le plus proche de ce qu'on appelle la pensée. Je ne sais pas quel est le bon niveau pour regarder la pensée. On a des collègues qui pensent que la pensée se cache dans la mécanique cérébrale à des endroits très très fondamentaux, peut-être pas du tout à des niveaux intégrés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre le fonctionnement de cette machine qui est le cerveau, et de le comprendre avec un outil particulier. Les physiciens, quand ils regardent le cosmos, ils regardent avec des télescopes et ils regardent certains objets et ils ne voient que ces objets-là. Après, moi, je n'ai pas les moyens de faire des modèles pour dire si oui ou non ce niveau que je regarde avec mon outil est le niveau auquel la pensée se raccroche le mieux. Donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir beaucoup contribuer à ce débat sur les rapports cerveau-pensée, on a déjà eu l'occasion d'en parler, parce que je pense que je n'ai pas du tout les données pour parler de ça. Pierre-Marc Guédot. De nouveau, là, c'est pour situer un peu l'enjeu du débat. Je pense qu'en tant que Français, on tire un boulet, au fait, accroché à nos pattes. Bernard Mazoyer disait que voilà, la pensée, c'est le domaine des psychologues. Évidemment, je ne vais pas partager cette idée, et c'est bien, il y aura un débat, parce que je pense qu'évidemment, la pensée, et c'est pas moi qui l'ai dit, le premier c'était Épicure qui nous a dit, la pensée, on lui parlait de la psyché, c'est le cri du corps. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je vous ai donc parlé de Descartes? Parce qu'on a toujours tendance à vouloir, et on va le voir au cours de ce débat, soit on parle du cerveau en tant que matière, soit on parlerait de la pensée comme étant un domaine immatériel. En fait, il va falloir quand même que le cerveau se réapproprie la pensée, qu'on sache que la pensée, ça fait partie aussi d'une partie intégrante de notre corps, qu'il y a une interface entre le corps et le cerveau, que la pensée n'est pas purement, je pense, donc je suis une pensée rationnelle, c'est une pensée qui se nourrit de l'affect, des émotions, etc., et que la pensée, c'est peut-être l'ensemble de cette synthèse-là. Mais bon, ça suffit pour dire qu'il y aura débat. Oui, donc ce que nous dit Pierre-Marie Guédot, c'est en filigrane l'espoir quand même de beaucoup de neuroscientifiques, c'est d'établir ce qu'on appelle un code neuronal. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à expliquer. Et peut-être que Hervé Schneeves, vous pourriez nous parler de peut-être ce Graal des neurosciences. Oui, je crois qu'on doit déplacer effectivement le débat sur quel est l'enjeu. Et comme toujours en science, comme on ne sait pas pourquoi on pense, pourquoi vous êtes là à nous écouter, pourquoi vous vous posez des questions, pourquoi vous passez votre temps à essayer de savoir ce que l'un ou l'autre d'entre nous va dire dans quelques instants avant même qu'il l'ait dit, et vous avez déjà dans votre cerveau une certaine image de ce qui va être dit, eh bien c'est ça que nous essayons de comprendre. Et comme on n'est pas capable de répondre au pourquoi, on essaye de l'aborder en essayant de répondre au comment. Et le comment, effectivement, ça va depuis la manière dont nos gènes arrivent à créer cet organe extraordinaire. Richard a parlé de 87 milliards de neurones, pourquoi pas 86 ou 88, on va prendre ce chiffre. C'est environ 200 milliards de cellules, parce que, comme Bernard l'a dit, il y a aussi toutes les cellules gliales qui ont leur rôle, et les 100 km de vaisseaux cérébraux qui ont leur rôle, et les cellules du système immunitaire qu'on appelle les microglies qui ont leur rôle, donc une extrême complexité, auquel on va rajouter le fait que chacune de ces cellules fait 50 000 à 500 000 connexions avec ses voisines, et que tout ça, c'est plastique dans le temps, parce que de la même façon qu'un carrefour en ville, emprunté par une circulation automobile, les voitures peuvent aller à différents lieux, venir de différents lieux à différentes heures de la journée, et tout ça peut se remodeler si jamais vous avez des travaux. À partir de là, il va y avoir deux choses à distinguer. Une qui est la question du pourquoi, en tant que scientifique, faisons-nous notre travail de scientifique, c'est-à-dire en tant qu'humain, et depuis que l'humanité existe, on essaye de faire avancer les connaissances. Et ensuite, le fait qu'il y a une tension éthique, si on reprend la phrase de Ricoeur, je veux que ma volonté soit que la liberté de l'autre soit, la tension éthique entre les maladies qui affectent le cerveau, Richard a parlé tout à l'heure
des maladies neurodégénératives, mais on pourrait aussi parler de la sclérose en plaques, qui est la première cause de handicap chez les jeunes. Donc première tension, le besoin de comprendre pour envisager des soins. Et l'autre élément qui est que comme notre cerveau est une machine qui passe son temps à essayer de prédire, eh bien effectivement il pourrait y avoir un certain nombre d'usages déviants cherchant à déduire d'une activité cérébrale par anticipation une activité future de la personne qu'on a face à soi. C'est un certain nombre de propositions qui ont été faites pour essayer de repérer ce que seraient des enfants à partir de leur conduite dès l'âge de 3 ans, où c'est la question d'essayer d'utiliser l'imagerie cérébrale dont parlait Bernard pour essayer de prévoir la dangerosité d'une personne. Donc vous voyez qu'on est dans une configuration où, à partir de données qui sont ce qu'a dit Pierre-Marie sur le big data, parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est qu'une partie de l'iceberg, et pour essayer aujourd'hui de comprendre, on a besoin d'être capable de modéliser et d'intégrer tout ça. On en arrive aux vraies questions qui probablement vous préoccupent aujourd'hui. À quoi ça sert de décrypter la pensée ? Oui. Si on est réunis dans cette salle, si j'utilise une langue qui est le français, si vous me comprenez, ou j'espère que vous me comprenez au moment où je vous parle, c'est bien que nous partageons un mode de fonctionnement cérébral commun. Si nous n'étions pas capables de partager ce mode de fonctionnement cérébral commun, nous ne serions pas capables de nous comprendre. Si je vous parlais en ce moment en chinois, la plupart d'entre vous auraient beaucoup de mal à suivre, et en plus, comme je ne parle pas chinois, j'en serais bien incapable. Donc, on est bien obligé de partir du principe qu'il existe un mode de fonctionnement cérébral partagé qui nous permet de comprendre, ou en tout cas de décrypter le monde qui nous entoure, ce monde incluant l'autre, qui est l'essentiel pour un humain, puisque un cerveau isolé n'existe pas. Un humain, il est toujours dans un contexte social, depuis qu'il est né et jusqu'au dernier moment. Donc le code neural existe. Après ça, dans le décryptage qu'on fait du code neural, il y a la question de savoir quel usage on veut en faire. Et l'usage, c'est que pour un individu donné, ce code neural, il a une histoire qui a sculpté la manière dont il l'utilise, et il a un avenir qui inclut toute la plasticité possible des événements. Et pour prendre un exemple, on manipule tous le français et on sait lire et écrire. Nous sommes ici dans une librairie, nous serions capables de lire tous les livres qui existent dans cette librairie. Pourtant, fort peu d'entre nous auraient été capables d'en écrire un seul, et aucun d'entre nous n'est capable de prévoir l'an prochain quels seront les livres ou les nouveaux livres sur ces rayonnages. Nous partageons un code qui est lire, écrire, comprendre le français. Ce n'est pas parce que nous le partageons que nous sommes capables de prédire qui aura le prix Goncourt l'année prochaine. Alors vous parlez d'un code, vous utilisez une métaphore qui est celle de l'écrit, mais qu'est-ce que c'est finalement le code neural? Parce que moi j'ai du mal à me le représenter. Vous le cherchez où? Comment ça se présente concrètement? Alors là, entre Bernard ou Richard, on a des plus grands spécialistes, mais d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau travaille d'une façon distribuée. On n'a pas une pensée. On a des myriades de modes de traitement de l'information, de modules qui sont capables d'intégrer une information en temps réel ou une information qui vient de la mémoire. Nous sommes capables de travailler sur un espace réel ou sur un espace imaginaire. Tout ça est traduit dans des modules qui comprennent des mots, qui comprennent des sons, qui comprennent des odeurs, qui comprennent des images, qui comprennent de la couleur. Tout ça est traité dans des parties différentes de notre cerveau et dans des temps qui sont différents. C'est pas la même chose. L'espace de travail qui nous permet de retenir en général 7 mots ou chiffres pendant 2 à 3 minutes, et le fait que nous savons que Paris est la capitale de la France sans jamais savoir comment nous l'avons su, ou au contraire qu'on se souvient de la couleur du vélo qui nous a été offert quand on avait 6 ans et avec lequel on s'est égratigné. 3 types d'activités cognitives complètement différentes qui procèdent d'une intégration qui met en jeu des dizaines de régions cérébrales, dont certaines on peut les voir travailler avec l'imagerie cérébrale, dont d'autres, à cause de leur gamme de temps ou à cause de leur dimension, on n'est pas encore capable de les voir travailler.
Et quand vous dites que ces modules fonctionnent de façon conjointe, distribuée, qu'il y a des mots qui sont codés là-dedans, ils traitent les mots comment? C'est des courants électriques, c'est des molécules qui circulent. Ça reste encore une grande part du mystère. On est des grands ignorants. Ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, c'est que de la même façon qu'à l'échelle macroscopique, le cerveau travaille d'une façon distribuée, à l'échelle microscopique, il le fait également. Si on prend une cellule gliale, qui est une population majeure du cerveau sur laquelle travaille mon équipe, une seule cellule gliale qu'on appelle un astrocyte a sous son contrôle un territoire d'une centaine de neurones et les connexions de cette centaine de neurones qu'elle fait. Et cette cellule gliale va être capable de moduler de façon fine, un peu comme vous tournez le volume de votre radio, pour permettre que telle connexion se fasse et se fasse bien, que telle autre connexion soit bloquée. Donc la capacité à l'échelle le plus microscopique d'intégrer l'information, elle est distribuée dans l'espace, distribuée dans le temps. Il y a des connexions qui sont renforcées à long terme, des connexions qui sont inhibées à long terme. Ça, c'est un des aspects des apprentissages et de la mémoire, mais un des aspects seulement. Il y a des communications qui se font de façon électrique, il y en a d'autres qui se font de façon chimique. On connaît au moins une centaine de neurotransmetteurs, donc il y a une palette de modulation importante. Certains de ces neurotransmetteurs sont uniques, d'autres sont libérés simultanément, et la combinaison de ces libérations est encore un objet d'étude. Donc vous voyez que quand Pierre-Marie parlait tout à l'heure de big data, la nécessité de décortiquer et ensuite d'intégrer est simplement colossale. Et donc avant qu'on arrive à en sortir quelques prédictions pour un individu donné dans un espace donné, je crois que même nos petits-enfants ne seront pas là. Et tout ça, ce que vous décrivez, est complètement plastique. Voilà. Ça dépend de l'histoire de chacun, ça évolue selon l'histoire de chacun. Grâce à nous, ou grâce surtout à vous, vous ne serez plus les mêmes en sortant de cette salle. Pierre-Marie Liédeau, vous travaillez plus spécialement sur la plasticité cérébrale, le fait qu'il y ait des zones du cerveau où il y a des nouveaux neurones qui sont produits en permanence, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus essayer de modéliser tout de façon statique. Oui, ça, effectivement, ça donne de l'espoir à tout le monde et je m'en réjouis, mais attention, soyons prudents quand même sur les effets d'annonce. C'est pas partout que ces nouveaux neurones poussent. Mais je voudrais juste peut-être rebondir sur ce que vient de dire Hervé Schneeweiss, sur l'idée effectivement que le cerveau est distribué, ce qui évidemment rend complexe toute l'approche de modélisation, parce qu'on voit qu'il y a une énorme redondance. Qui dit distribution dit aussi parfois des modules qui vont être redondants, ce qui fait que quand vous prenez une poutre sur la tête, si vous la prenez à gauche, vous pouvez avoir un endommagement du circuit du langage, mais on s'apercevra qu'avec un thérapeute qui saura réouvrir quelques circuits qui étaient en attente et qu'on pourra en fait utiliser d'autres circuits pour de nouveau pouvoir échanger avec l'autre, ce qui est évidemment peut-être la finalité de notre cerveau, comme il a déjà été dit, c'est cette interaction, le cerveau de l'altérité, l'interaction avec l'autre. Mais donc je reviens sur cette idée que effectivement le cerveau est modulaire. Il y a aussi un enjeu qui est très important aujourd'hui en neurosciences, c'est de savoir comment fonctionne. Et ça a été dit plusieurs fois, quel est le code neuronal. Alors, il y a ceux qui pensent que finalement, ça vient d'une approche du bas vers le haut, top-down, comme on dit, excusez-moi, bottom-up. Donc ça vient de l'extérieur et ça remonte dans le cerveau, vous voyez. Donc il faut des organes sensoriels pour activer ce cerveau. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que ce qui est important, c'est la notion de bruit de fond. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, c'est-à-dire que notre cerveau est en permanence actif. Vous voyez, quand vous mesurez l'énergie qu'il engloutit, pour un organe qui pèse à peine 2% de la masse corporelle, c'est 30 à 35% d'énergie engloutie par cet organe. Bien parce qu'en fait, il est toujours en activité. Et ce que viennent faire les organes sensoriels, c'est un petit peu orienter cette activité, c'est donner du sens, vous voyez. Dans un chaos, vous pouvez rendre harmonieux certains neurones qui vont maintenant se trouver synchronisés, travailler avec eux. Et comme il a été dit plusieurs fois par Hervé Schneeweiss, effectivement, le sujet et l'histoire, en fait,
vous parlez du passé et du futur, mais d'abord, il est l'histoire de l'espèce à laquelle il appartient. C'est-à-dire que nous avons en nous des peurs qui ont été véhiculées depuis des milliers d'années. La peur du noir, quand vous enfermez un enfant, eh bien, voilà, votre enfant est pas, il n'a pas de pathologie, quoi que ce soit. Ça fait partie de ces peurs qui sont transmises via le patrimoine génétique. Donc ça, c'est l'histoire de l'espèce. Puis il y a l'histoire du sujet, ce qui fait que à un instant T et T plus delta T, eh bien, ce cerveau a évolué. Comme il a été dit, des connexions ont pu s'affaiblir, d'autres ont été produites, et puis d'autres vont s'associer ensemble, et on voit effectivement dans certaines mêmes régions du cerveau adulte, aujourd'hui, l'idée que des nouveaux neurones puissent être produits avec toutes les conséquences sur le plan psychologique que cela peut avoir. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. J'aime bien l'histoire de la poutre sur le cerveau gauche, parce que ça suggère qu'en fait, certaines fonctions comme le langage peuvent être prises en charge par peut-être des parties du cerveau qui ne sont pas toujours les mêmes d'un individu à l'autre. Bernard Moisoyer, qu'est-ce que ça vous assure? Parce que je crois que vous avez repéré ça, justement, le fait que ce n'est pas toujours exactement au même endroit, chez vous, chez moi. Il faut être modeste, hein. Ça a été repéré par des neuropsychologues il y a quand même plus de 150 ans, neuropsychologues français. L'histoire de la variabilité on va dire, du fonctionnement intégré du cerveau, autrement dit, le fait que vous et moi n'utilisons pas forcément le même réseau cérébral pour faire la même fonction, c'est une réalité. C'est une réalité qui pose d'ailleurs la question de qu'est-ce qu'on simule exactement lorsqu'on prend des données. Je vous ai dit tout à l'heure, on alimente le Human Brain Project, comme beaucoup de labos internationaux, mais on les alimente beaucoup en variabilité. C'est-à-dire quand j'envoie 2000 sujets, par exemple, que j'ai vus en IRM, des sujets âgés, pour regarder la variabilité du vieillissement cérébral. Donc j'ai envoyé il n'y a pas très longtemps 2000 images d'hippocampes. Ces hippocampes, qui sont ces structures qui sont impliquées dans l'encodage des souvenirs, ces hippocampes, elles ont des tailles variables d'un sujet à l'autre. Qu'est-ce qui rend cette taille variable? Est-ce que c'est le patrimoine génétique des sujets? On pourrait dire oui, on a eu une publication avec 15 labos tous ensemble, on a montré qu'il y avait certains gènes qui conditionnaient la taille de l'hippocampe. C'est-à-dire quand je regarde deux hippocampes différents, peut-être je regarde deux patrimoines génétiques différents. Mais dans le même jeu de données, il y a des gens qui sont des pré-Alzheimer, et donc qui ont déjà des troubles de mémoire dont on peut montrer que la taille de l'hippocampe est prédictive de la conversion vers une maladie d'Alzheimer. Donc quand je regarde deux hippocampes différents, c'est quoi? C'est un processus pathologique dont je ne sais pas d'ailleurs très bien quels sont ces déterminants que je suis en train de regarder. Donc la variabilité, elle est un peu partout. Elle est encore plus forte quand on regarde la partie fonctionnelle, c'est-à-dire non pas la taille des structures, mais comment elles sont connectées entre elles. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Pierre-Marie. Il a dit « Votre cerveau travaille tout le temps ». Oui, il travaille tout le temps, et en plus, il consomme 99% de son énergie tout le temps. C'est-à-dire même si là vous faites un shutdown, vous rentrez en méditation, vous oubliez ce qui se passe, eh bien vous avez quand même travaillé à 99% de votre consommation d'énergie. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que ça n'est pas un mouvement brownien cérébral, si je peux me permettre cette métaphore. Ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous ne faites pas de tâches dirigées, c'est-à-dire vous ne m'écoutez pas, on ne vous demande pas de faire quelque chose, et vous-même n'avez pas une activité organisée au sens finaliste du terme, quand vous laissez vos pensées aller, votre cerveau travaille de façon hyper organisée. C'est-à-dire que vous avez des réseaux de régions qui se synchronisent en permanence, et c'est vrai aussi pendant le sommeil. Donc il y a toute une partie de l'activité cérébrale. Allez, je crois que la posée vient du cerveau, j'ai simplement dit que je n'ai pas l'outil pour le voir. Mais il y a toute une partie de l'activité cérébrale qui est une partie non consciente et non visible pour l'extérieur. Et cette partie-là, c'est peut-être la partie la plus intéressante dans les recherches qui se font aujourd'hui en imagerie cérébrale, plutôt que des situations, j'allais dire, qui sont pratiquement pas écologiques. On vous met dans une machine et on vous dit « dites des mots », et à ce moment-là, je vois un réseau de régions s'allumer, je dis « ah bah ça doit être la région qui permet de dire des mots ». Peut-être, peut-être pas. Ce qui se passe, c'est que quand vous dites pas de mots, quand vous dites des mots tout seul dans votre tête sans rien, là on sait qu'il y a un réseau. Il n'y a pas un réseau, il y a des dizaines et des dizaines de réseaux synchronisés qui se mettent à fonctionner. Qui fonctionnent d'ailleurs tout le temps. Oui, parce que ce qui était un petit peu en filigrane de ce débat, on aurait peut-être pu en parler un peu plus si Lionel Nakache avait pu être là. Il aurait dû faire partie du plateau, mais il ne peut pas être là parce qu'il est encore aux États-Unis. Et il me semble avoir vu passer quand même des résultats de la recherche, de certains groupes de recherche qui essayent, en observant l'activité
cérébral d'un sujet, de savoir qu'est-ce qu'il est en train de voir, par exemple. S'il est en train de voir l'image d'une chaîne de montagne, d'un marteau posé sur une table, d'un animal, il y a des tentatives en ce sens. Et alors, je pense que vous allez démonter ça complètement, mais je ne pourrais pas défendre le point de vue de Lionel puisqu'il n'est pas là, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce sens-là, malgré la variabilité. Je ne vais pas dévoiler le travail de mes collègues, c'est pas du tout mon objectif. Puis bon, c'est du travail qui est revu par des pairs. Non mais ça a été dit déjà par Hervé. On est très très loin de faire ce qu'on prétend faire, c'est-à-dire prétendre avec des images cérébrales, je sais ce qui se passe dans votre cerveau. Là, je vais le dire et puis je veux bien qu'on débatte, mais c'est vraiment de la rigolade, d'accord ? Ça ne marche pas comme ça. Et peut-être qu'on peut dire, tiens, ce sujet a le cortex visuel allumé. Donc, il doit être en train de regarder quelque chose. Il suffit de lui demander s'il est en train de regarder. C'est pas une grande découverte. Non, mais il y a beaucoup de il y a quand même beaucoup de. Il y a une imposture dans ces. J'allais pas dire dans l'imagerie cérébrale, mais oui, il y a une imposture parce que c'est les premières techniques qui permettent de ne pas se fier seulement au comportement ou se fier simplement au langage. On n'est pas obligé, soi-disant, d'interroger quelqu'un pour savoir ce qu'il a dans la tête. Mais quand vous prenez en compte d'abord, la variabilité dont on vient de parler un tout petit peu, mais qui est considérable. Et deuxièmement, le fait, comme ça a été dit plusieurs fois, que le cerveau est quelque chose d'éminemment plastique. C'est-à-dire votre expérience et votre codage cérébral changent en permanence. Ils changent maintenant. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui a une activité cérébrale donnée, oui, vous pouvez peut-être classer ça dans un certain tiroir en disant, là, c'est plutôt une activité de langage. Bon, là, c'est plutôt une activité d'imagerie mentale. Là, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose avec soit son cortex somesthésique, soit qui a un certain type d'émotion. Aujourd'hui, voilà, je pense que la classification, elle s'arrête là. Et quand on dit « je vais dire ciment », c'est bien sous-estimer les capacités de mensonge des sujets. Alors, oui, vous avez dit que c'était une imposture totale. Alors du coup, toutes ces expériences de neuromarketing, prétendu neuromarketing, où on lit que le cerveau du sujet s'active un peu plus quand il voit un produit particulièrement attirant et qu'il y a des boîtes de publicité qui achètent ça, on est dans l'imposture. Non, vous confirmez, mais est-ce qu'on sera toujours dans l'imposture ? Non, on n'est pas dans l'imposture. Il se passe quelque chose dans le cerveau lorsqu'on vous montre des images. D'ailleurs, on peut vous les montrer de façon subliminale et vous allez vous ruer pour acheter votre marque de soda préférée. C'est pas ça la question. La question, c'est ce qu'on appelle l'inférence inverse. C'est-à-dire, si je regarde votre cerveau, est-ce que je peux dire que vous êtes en train de penser à Coca-Cola ? Je ne l'ai pas dit, d'accord ? mais ça, c'est faux. Mais évidemment qu'il se passe quelque chose. Il se passe là quelque chose dès que vous pincez, dès que vous me parlez, dès que vous me voyez. C'est pas ça la question. La question, c'est cette question d'être capable de prédire en observant l'image cérébrale. On ne peut pas. Est-ce qu'on pourra, ou est-ce que c'est à exclure ? Est-ce qu'il y a une impossibilité, une barrière de faisabilité liée à la plasticité du cerveau ? Non, la question ne se pose pas dans ces termes. La question, elle se pose dans l'inférence logique qu'on essaye de faire entre les images et l'activité d'un sujet donné. On peut prendre une expérience qui maintenant date d'une dizaine d'années où l'équipe avait testé justement la préférence pour un soda, Coca ou Pepsi, on peut donner les marques, et de voir si, donc ils avaient pris des étudiants américains qui prétendaient ne pouvoir boire que du Coca, ou d'autres qui prétendaient ne pouvoir boire que du Pepsi. Ils ont mis dans des IRM fonctionnels, donc ils ont regardé l'activité cérébrale, et ils ont effectivement vu que quand on donnait à des amateurs de Coca du Coca, ça allumait leur région d'émotion et leurs régions qui sont impliquées dans la recherche du plaisir, et que quand on donnait à des amateurs de Pepsi du Pepsi, ça faisait exactement la même chose. Évidemment, si on croisait, ça ne vous le faisait pas. Mais ça, ce n'était vrai que si, auparavant, on avait dit aux gens qu'ils allaient boire du Coca ou qu'ils allaient boire du Pepsi. Si on leur avait donné un verre de soda anonyme, il n'y avait plus aucun allumage cérébral. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire de notre activité ? Bien, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre cerveau, il passe son temps à anticiper. Et parmi les choses qu'il anticipe, il y a la prise de décision, il y a la récompense attendue. Pierre-Marie a déjà souligné que nous sommes un peu rationnels, énormément émotionnels. Et donc, quelqu'un qui est convaincu qu'il aime que le Coca, quand il va avoir le produit qu'il aime, vous sortez d'une table ronde sur l'addiction,
Il va se préparer au plaisir. Et au contraire, quand c'est anonyme, il se prépare à rien du tout. Et inversement pour l'autre peptide. Donc ça nous dit beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne notre cerveau. Et ça nous dit peu de choses sur la façon de l'utiliser pour essayer de vendre tel ou tel soda. On est rassuré. Tout à l'heure, vous avez dit, Bernard Moisoyer, que lorsque vous envoyez des données sur les hippocampes, donc ce centre de traitement des souvenirs, que vous envoyez ces données au projet Human Brain, vous aviez une grande disparité, une grande diversité de taille d'hippocampes, qui était aussi associée à des variations génétiques. Alors du coup, Richard Walker, quand le Human Brain veut créer son hippocampe, il prend un petit, il prend un gros, comment il s'en sort avec cette variabilité, justement ? Donc la variabilité, comme a été très très bien dit, ça fait partie de tout être humain, ça fait partie de toute biologie, ça ne se limite pas aux êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait? Même s'il y a une variabilité des êtres humains, il y a aussi des choses qu'on a en commun en tant qu'être humain. Je vous vois, vous êtes tous différents. Il n'y a pas deux personnes entre vous qui sont identiques, mais vous avez les yeux, la bouche, l'anatomie de base est commune. La même chose se peut dire pour le cerveau. Tout cerveau est différent par rapport à quelconque autre cerveau, mais il y a aussi des choses en commun. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons, en point de départ, de modéliser ce qu'on a en commun. Cela ne veut pas dire faire un être humain. Mes modèles du cerveau ne sont pas des êtres humains. Ils manquent tout à fait de l'expérience qui vous rend humain. Chaque fois que, comme a été justement dit, vous êtes ici à m'écouter, à nous écouter, et chaque mot que vous écoutez, si vous êtes attentif, va changer les connexions entre vos neurones, les synapses. Il va produire un tas d'effets différents. Alors ça, tout cela, je ne peux pas me le modéliser. Au moins, aujourd'hui, je ne suis pas en gré de le modéliser. Et comme ça, je ne suis pas absolument en gré de modéliser ce qui nous rend des individus, des personnes. Mais je peux modéliser la biologie de base du cerveau. Donc je sais qu'il y a différents types de neurones avec des distributions statistiques dans différentes parts du cerveau. Je sais que beaucoup des connexions sont fixées dès la naissance. Si j'ai une certaine proportion de neurones de certain type, ils vont nécessairement se connecter d'une certaine façon. Puis il y a des autres connexions qui se forment le long de la vie, qui se basent sur votre expérience. Ça, je ne le modélise pas. Alors ce qu'on veut faire avec ces modélisations, c'est voir la biologie de base et donc voir comment la biologie de base peut aussi se casser. Donc, il peut y avoir, par exemple, la réduction de l'hippocampe dans l'Alzheimer's. Je peux prendre mon modèle et je change un paramètre. J'essaie de reproduire les phénomènes qu'on observe chez une personne avec une certaine condition clinique. Je peux changer, par exemple, la connectivité entre les neurones. Je peux changer l'expression d'une certaine protéine, un canal ionique sur mes neurones et voir comment ça change son comportement. Par exemple, on peut oser déjà simuler certains petits comportements épileptiques qui sont dus à des phénomènes organiques bien connus. Donc je peux modéliser les choses, mais je ne peux pas tout faire. Donc la variabilité reste au-delà de nos possibilités pour le moment. C'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur qu'on va construire des Frankenstein. Moi, je ne peux pas faire ni un Frankenstein bon, ni un Frankenstein mauvais. Je fais seulement la biologie de base. D'accord. Et donc l'hippocampe, vous ne lui mettrez rien dedans, il n'aura pas de souvenir particulier ou... Alors, non, je n'y mets rien dedans. Il n'y aura pas de souvenir particulier, mais il aura une plasticité de base. Donc, en théorie, si j'enseigne quelque chose à mon modèle, il peut apprendre. Donc, lentement, il peut se former. Mais il ne faut pas le penser comme un cauchemar fantascientifique. Il faut aussi savoir les limitations de ce qu'on peut faire. Tout d'abord, nos cerveaux sont très petits, mais ce qui est encore plus important, on ne modèle pas encore les processus de développement, de changement du cerveau, la création de nouveaux neurones, par exemple, ce qui fait partie de ce qui existe réellement. Et surtout, on est très lent. Notre simulation aujourd'hui, ça marche plus ou moins 100 fois plus lentement que la réalité biologique.
Cela veut dire que si je faisais, et je ne suis pas en train de le faire, mais si je faisais un modèle d'un petit enfant, et je le forme pour une année, pour simuler cette formation de la première année, je vais y mettre 100 ans, ce qui est beaucoup, même pour une carrière scientifique. D'accord. Donc, pour le moment, n'ayez pas peur. On travaille sur la plasticité, l'apprentissage, etc. Mais on est très très lointain de pouvoir recréer les processus à travers lesquels vous devenez ce que vous êtes. Ah. Alors, vous dites, vous modélisez la biologie de base, mais je crois que vous arrivez quand même à avoir émergé des phénomènes un peu plus, je ne sais pas, qui ne sont pas forcément de base. Je me souviens avoir vu dans les articles scientifiques il y a quelques années ce groupe de neurones qu'on appelle une colonne corticale qui commençait à avoir un comportement collectif des neurones qui pouvait évoquer ce qu'on voyait dans les électroencéphalogrammes, ce qui est considéré parfois comme des prémices de la conscience, ou est-ce que c'est aller beaucoup trop vite en besogne? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent émerger comme ça? Oui, on veut bien, on fait de la simulation parce qu'on pense voir des choses qu'on n'aurait pas prévues au début. Donc oui, mais il faut savoir à quel niveau on a ça. Une colonne corticale, c'est plus ou moins 30 000 neurones chez l'homme. Par rapport à notre 87, 100 milliards de neurones, c'est très très peu. Nous voyons dans nos simulations qu'on y observe des oscillations semblables à ceux qu'on observe dans la colonne réelle d'un rat. Donc à ce niveau-là, oui, il y a des comportements émergents très intéressants. Et on essaie de garantir que nos modèles reproduisent tout ce qu'on peut observer à la même échelle chez l'animal ou chez l'homme. Mais c'est encore très très lointain de la pensée émergente ou des phénomènes à haut niveau qui nous rendent intéressants comme êtres humains. Donc on a été rassuré sur deux plans. Tout ce qui est décodage neuromarketing, c'est une imposture, ça n'arrivera pas. Frankenstein, ça n'arrivera pas. Et message positif, la plasticité cérébrale et la création de nouveaux neurones par le cerveau, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Alors bon, oui, notamment l'hippocampe, puisque cette structure qui passionne les neurobiologistes, non pas en raison de sa ressemblance avec le cheval marin, mais comme il a déjà été dit, parce que c'est une structure qui va jouer un rôle important dans l'établissement de certaines formes de mémoire, mais aussi une chose dont on n'a pas encore à parler, c'est évidemment l'affect. Il y a ces deux grandes fonctions qui vont être opérées par cette structure. Je voulais juste rajouter un complément. Bon, c'est bien de rassurer, de dire qu'on n'est pas capable de créer un Frankenstein. N'empêche qu'il y a à peu près 6 mois, il a été quand même montré que nous étions déjà capables de transférer une information d'un rat mis dans un labyrinthe, mis dans une chambre dite opérante, où l'animal va devoir apprendre à résoudre des problèmes pour obtenir une récompense. Et puis un autre rat qui était à peu près à 10 000 km, l'un était aux États-Unis et l'autre au Brésil, et puis l'autre au Brésil, juste comme ça, receveur en quelque sorte, bien pu recevoir une information et apprendre où il devait retrouver la récompense, sans passer par la phase d'apprentissage. L'apprentissage avait été fait 10 000 km au loin. Donc, il recevait l'information de façon électrique, qui avait d'ailleurs été acheminée via les câbles Internet. Et puis, voilà, donc je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je pense qu'il est quand même important, et c'est pour ça que c'est important, on est dans un forum de bioéthique, d'ouvrir les débats prospectifs, de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ces connaissances, avec ces outils, où va-t-on, parce que jusqu'à présent, on peut le dire, hormis ces lieux de rencontre, il y a quand même une rupture de la chaîne de l'information. On n'a pas toujours la chance d'avoir Sébastien en train d'animer les débats, donc il faut se rendre compte que les scientifiques font de plus en plus de prouesses et que les enjeux ne sont pas débattus. Et que vous voyez qu'aujourd'hui, on est par exemple capable de transmettre à distance de l'information pour qu'un animal n'ait pas à fournir beaucoup d'efforts pour savoir là où il allait trouver sa récompense. Enfin, je voulais fermer le débat là, et je pense qu'il nourrira ensuite quelques joutes oratoires que l'on pourra avoir avec l'auditoire. Mais oui, effectivement, donc on découvre aussi aujourd'hui que, contrairement au dogme, une certaine partie de notre cerveau, quel que soit l'âge, puisque pour les cerveaux les plus avancés, nous avons, je vous rassure, de façon post-mortem, parce qu'il faut débiter le cerveau en tranches, pu observer, compter
des nouveaux neurones produits chez des sujets âgés de 89 ans et des neurones produits il y a 4-5 semaines, par exemple, avant le décès. Donc vous voyez, ça donne quand même beaucoup d'espoir. En revanche, et ça arrive aussi, des cerveaux qui nous arrivent d'individus de 25 ans dans lesquels on ne trouve plus aucun nouveau neurone produit après 20 ans. Or, il s'avère que ce jeune s'est suicidé suite à un épisode sévère d'une dépression. On connaît les facteurs chimiques, par exemple, humoraux, qui vont faire que ce pouvoir-là disparaît. Donc là, première règle, eh bien, ne jamais cesser d'apprendre. Donc là, vous êtes bien placé aussi dans une librairie. C'est ce qu'on s'aperçoit comme loi, la première loi qui va faire que ce cerveau peut continuer à produire des nouveaux neurones, ou au moins, en tout cas, remettre des connexions et à plus ou moins longue distance, c'est toujours faire face à la nouveauté. Échapper à l'ennui, vous voyez, ça c'est la première règle. Deuxième règle, eh bien, c'est d'éviter la pollution sonore et visuelle. Oui, c'est quoi la pollution sonore et visuelle? En fait, c'est quand vous recevez de l'information et qu'elle ne vous fait pas comprendre, mais vous pouvez juste savoir. À peu près le journal télévisé de TF1, vous voyez. Ça c'est de la pollution sonore et visuelle. La personne qui consulte ses mails avant de se coucher, vous voyez, ça sert à rien puisqu'il ne va pas pouvoir agir. En fait, dès l'instant où on vous donne de l'information, vous êtes passif, vous n'êtes qu'un acteur passif, et bien là, il n'y a aucune chance que votre cerveau trouve les conditions favorables à pouvoir se reconfigurer en quelque sorte. Le troisième facteur, c'est l'usage chronique des psychotropes. Et oui, malheureusement, on est en France, vous savez que c'est le professeur Laborie dans les années 50-55 qui met au point les psychotropes. Au départ, en fait, il cherchait à améliorer les anesthésiques. Et puis, aujourd'hui, certaines personnes prennent des anxiolytiques ou prennent des somnifères depuis plusieurs décennies. On s'aperçoit que quand on compare pour une fratrie où les personnes partagent le même génome, le patrimoine génétique, eh bien ces personnes-là, ceux qui vont avoir eu usage de façon chronique aux somnifères ou aux anxiolytiques, eh bien, ont des facteurs de susceptibilité multipliés par 7 pour développer une maladie neurogénérative. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les maladies, qu'elles soient neurodégénératives, on parle de neurologie, ou qu'elles soient de l'ordre de la santé mentale, ce qu'on va appeler les troubles de l'humeur, anxiété, dépression, burn-out et stress chronique, eh bien, tout ça, il faut le voir aujourd'hui, non pas comme des maladies inéluctables, mais plutôt comme des maladies émergentes, parce que c'est la société qui crée ces maladies. Parce que l'être humain se trouve non plus informé comme il le doit convenablement, parce que nous sommes tous bombardés d'informations. On appelle ça l'infobésité. Infobésité. Nous sommes bombardés d'informations en permanence. C'est de la pollution sonore et visuelle. Donc, à vous d'être proactif, de vous protéger. C'est pour ça que des gens comme Christophe André, eh bien, donnent du sens un petit peu. Ils ont un tel succès dans les librairies ou Mathieu Ricard, parce qu'on se rend compte, mais inconsciemment, qu'on a trop d'informations. Eh bien, ces gens-là nous livrent un peu quelques clés, c'est-à-dire la méditation, se mettre dans des bulles et donner du sens à toute cette information qui nous parvient. Quand on arrive à trouver ces quelques lois qui sont permissives à ce que ce cerveau puisse se reconfigurer, eh bien, on voit ici que la santé mentale eh bien, versera plus d'eau dans le bien-être que dans le mal-être. Voilà, dit très rapidement, quelques notions assez modernes de la plasticité du cerveau adulte. Merci beaucoup, un très beau message. Peut-être qu'il y a des réactions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois qu'on va... beaucoup de choses que vient de dire Pierre-Marie sont non seulement justes, mais utiles. Il faut faire attention, là aussi, à des choses qui sont simples. Même dans la complexité du cerveau, il y a des choses qui sont simples. Et finalement, de façon surprenante, notre capacité à nous positionner dans l'espace et un certain nombre de cellules dans l'hippocampe qu'on appelle les cellules de place, qui nous permettent de nous repérer dans un espace, sont assez simples. C'est-à-dire qu'une fois que l'animal s'est orienté dans un labyrinthe, il y a certaines cellules dont l'activité est renforcée. Si on arrive à transposer ça chez un animal qui a exactement la même configuration architecturale, on arrive à relativement facilement transférer ça. Au fond, c'est la carte de géographie, et sur votre GPS, vous arrivez à suivre les choses parce que c'est relativement simple, la carte de géographie. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. La Madeleine de Proust, avant qu'on soit capable de transférer l'émotion que Proust a par rapport à sa grand-mère, par rapport à Guermantes et par rapport à l'idée de la Madeleine, je crois qu'on passera
beaucoup plus de temps, si tant est qu'on y arrive un jour. Je crois que tu seras d'accord, Pierre-Marie, pour appeler comme ça une distinction entre des choses simples et des choses complexes. Donc, quand Pierre-Marie a rapporté l'expérience là de Nicolélis ou des possibilités de transfert, je crois qu'il faut rester là encore prudent sur ce qui a été fait. À côté de ça, je pense qu'on en revient à la distinction entre ce qu'on sait et l'usage de ce qu'on sait. La capacité d'agir sur l'espace de liberté que donne en plus ou non la connaissance. Et là, je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Pierre-Marie. Le meilleur moyen de ne pas vous laisser manipuler, c'est d'apprendre, de connaître et d'agir par vous-même. Ça, oui. Le cerveau passe son temps à essayer de comprendre ce qui va se passer au coup d'après. L'activité de notre cerveau, elle est pour l'essentiel inconsciente. Alors c'est vrai que Lionel n'est pas là, mais on peut un peu anticiper sur ce qu'il dira peut-être ce soir lors de la conférence. On ne va pas dire des pourcents, mais 95, 99% de ce que vous faites. Tout à l'heure, Bernard disait 99% de l'activité du cerveau est une activité énergétique de base. 99% de l'activité du cerveau est une activité inconsciente. Et inconsciente au sens neurophysiologique. Vous traitez des myriades d'informations sans même en avoir conscience. À quoi ça sert la conscience ? Question qu'il faudra poser à Lionel ce soir. C'est pas sûr qu'on sache encore très bien à quoi ça sert. Il y a des moments où, pour adapter notre activité à ce que nous faisons, nous avons besoin d'être conscients. Il y a Daniel Kahneman qui utilise une jolie expérience pour montrer quand on est conscient et pas conscient. Vous marchez avec un ami dans une ville, vous marchez à faible allure, vous êtes capable d'entretenir une conversation, de traverser au feu, tout ça sans vous prêter attention à ce que vous faites. Vous êtes en retard, vous marchez vite, là vous êtes obligé de contribuer par votre conscience au fait de faire attention à la position de votre corps, au rythme que vous traversez, à la vitesse où vous allez. Selon le type d'activité dans lequel vous êtes engagé, on peut le faire de façon totalement inconsciente ou on est obligé d'y contribuer avec de la conscience. Et plus de conscience, ce que vous suggériez tout à l'heure en mentionnant le succès de la méditation, de pleine conscience, c'est sans doute un moyen de garder son cerveau plastique. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'hippocampe et les cellules de place. Peut-être aussi pour nous interroger sur notre rapport à notre cerveau et à tous les supports technologiques où on délègue finalement notre activité cognitive, parce que je me souviens d'une étude sur les chauffeurs de taxi à Londres qui montrait que l'hippocampe avait tendance à être plus épais, je crois, ou plus étendu, en tout cas que les cellules de place étaient plus développées chez ces chauffeurs de taxi parce qu'ils mémorisaient tellement d'emplacements. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui avec les GPS, c'est est-ce que les chauffeurs de taxi auraient toujours cet hippocampe développé ? Mais philosophiquement, je me souviens, il y a 20 ans, j'avais 50 numéros de téléphone en tête avant que ce soit tout enregistré dans les smartphones. Et on délègue beaucoup de nos contenus de mémoire à des supports externes. Et on peut se demander quelles conséquences ça peut avoir sur notre plasticité synaptique aussi. Oui, ça parle de gonflette cérébrale. Hein. Vous connaissez peut-être cette expérience où des gens comme vous et moi, il y a sûrement des très bons jongleurs dans la salle et qui n'ont jamais jonglé de leur vie. Donc on les met dans une situation où on leur fait faire 6 heures de jonglage par jour. Ils deviennent des experts en jonglage. Et quand vous regardez leur cerveau, c'est le cortex, un bout donc de la matière grise du cerveau, qui gonfle. Qui gonfle pas parce qu'il y a plus de neurones. Là, on n'est pas du tout dans des nouveaux neurones, mais simplement parce qu'il y a plus de connexions qui se forment pour détecter le mouvement des balles et synchroniser donc le mouvement de la main avec le mouvement des balles. S'ils arrêtent de jongler, voilà, ça dégonfle. Donc l'hippocampe, c'est un peu pareil, ces placelles, c'est pas des neurones qui sont plus gros, c'est plus de connexions, plus d'encodage, plus de mémoire des lieux. Mais moi, je m'inscrirais un petit peu en faux contre le danger de ces nouveaux supports. Certes, on fait peut-être un peu moins de mémoire, mais on traite beaucoup plus d'informations. Je fais partie des abrutis qui regardent leurs mails quand ils vont se coucher. Parce que ça ne me gêne pas. C'est parce que j'ai appris quelque part aussi dans mes études et aussi par la pratique que ce qu'on emmagasine le soir, on travaille dessus. Et ce que vous alors tous les mails ne sont pas évidemment significatifs, hein, je ne dis pas ça, mais vous travaillez dessus et le lendemain, ça a été d'ailleurs prouvé plusieurs fois, le lendemain vous êtes peut-être plus performant dans un certain type d'activité ou dans le traitement de l'information en ayant encodé quelque chose comme ça le soir, même comme ça de façon pas tellement consciente. Voilà, moi ce que je voulais dire, oui, sur la partie plasticité synaptique, c'est que je pense que ces outils qui facilitent
qui facilitent la vie, qui remplacent pas vraiment. Je veux dire, mon GPS, c'est un outil de guidage quand je suis perdu, mais même dans mon GPS, ce que j'ai à analyser, c'est une carte. Et quand on fait de la navigation, on analyse des cartes. Et la carte que votre GPS vous présente, bah, vous la mémorisez quand même. C'est d'ailleurs, enfin c'est vrai pour moi, c'est vrai sûrement pour vous, c'est que quand vous allez une deuxième fois ou une troisième fois au même endroit, la fois suivante, vous ne prenez pas le GPS. Donc je pense qu'il faut pondérer. Ces outils ne sont pas que des outils de suppléance qui vous rendent inadaptés à un certain type de fonction cognitive. Je pense qu'ils sont peut-être même stimulateurs pour certaines personnes. Je pense que pour pas mal de gens, c'est une vraie aide. Et c'est des outils qui sont extrêmement stimulants en fait pour le cerveau. Droit de réponse. Alors, oui, non, je comprends bien la notion du téléphone, du smartphone ou des mails qu'on consulte avant de se coucher. Et c'est toute la différence entre l'information qui nous fait comprendre et savoir. C'est-à-dire que si vous prenez de l'information et que vous condamnez sans pouvoir agir, on sait que c'est un mécanisme qui fait partie, par exemple, de la genèse de l'anxiété. Là, le fond de notre discussion tourne sur un concept qu'il faut bien que vous puissiez comprendre. Au cours de l'Odyssée de l'espèce humaine, le volume du cerveau, donc quand on parle du cortex, ça vient du mot grec écorce, hein, s'est développé, et quand il a atteint une certaine complexité, il a inventé des outils. Bien. Ce dont on parle aujourd'hui, là, c'est que c'est de l'usage de ces outils que notre cerveau continue à se transformer. Vous voyez, donc c'est une espèce d'image de boucle réciproque. Hein. Il y a cette lithographie de Martin Escher, qui est le père des surréalistes. Vous devez le connaître, il dessine ces escaliers qui donnent toujours l'impression de monter. Mais il a aussi dessiné ces fameuses mains qui tient un crayon, qui dessine une main, qui modifie la main qu'il dessine. Vous voyez, ben, c'est ce dont nous parlons actuellement, c'est-à-dire que notre cerveau crée des outils. Hein, merci monsieur Steve Jobs, il invente des ordinateurs, enfin, il a inventé, etc. Et c'est l'usage de ces outils qui, en retour, modifie notre cerveau. Donc là, c'est le mythe de Sisyphe revisité. C'est-à-dire que ce rocher, c'est à nous de le monter en permanence. C'est-à-dire que nous sommes condamnés, l'espèce humaine est condamnée à devoir être dynamique par essence, puisque c'est la seule espèce sur la planète, parce qu'elle a inventé des outils comme des avions. En 6 ou 7 heures, si vous franchissez l'équateur, vous changez de saison. Vous pouvez passer du printemps à l'automne, et réciproquement. Et puis, si vous n'êtes pas un voyageur, les architectes autour de vous font que ce qu'on va appeler la niche, dans l'endroit dans lequel vous évoluez, eh bien, elle est en permanence modifiée. Et puis le numérique, les applications qu'il faut télécharger tous les 6 mois, les nouvelles versions, etc. Donc vous voyez, nous sommes condamnés à devoir reconfigurer en permanence notre cerveau. Et aujourd'hui, il y a tout un pan de la psychiatrie moderne qui va parler de troubles de la maladaptation. En gros, le sujet n'est plus adapté. Il baisse les bras à un moment donné, il dit autour de moi ça bouge trop vite et j'arrive plus à donner du sens. Et donc là, on va rentrer dans l'univers de l'anxiété, du stress chronique, de la dépression, du burn-out, des troubles de la maladaptation. Donc vous voyez combien il est important, non pas de vouloir se dire je ne veux plus utiliser ces objets, ces outils, ils créent de l'anxiété. Non, c'est simplement devoir les utiliser et donner du sens à cette utilisation. Parce qu'en cas de rupture, vous voyez ce qui nous guette un petit peu. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Donc, on n'aura pas sans doute l'opportunité de modéliser la pensée aujourd'hui. On a vu qu'on essaye de modéliser le cerveau, mais que le cerveau se reconfigure en permanence, et donc sans doute nos pensées aussi, et c'est peut-être pas plus mal. Donc on va se laisser remodeler par vos questions si vous en avez. Voilà, monsieur. J'ai 2 petites questions. L'une, au sein de l'équipe du projet de cerveau humain, y a-t-il des philosophes, et en particulier des phénoménologues, et sinon, pourquoi? Et à Pierre-Marie, on a bien compris que le cerveau est fait pour anticiper, c'est-à-dire gagner l'avenir. Mais la société nous immerge dans un bain de normes qui, on pourrait dire, sont le contraire de la créativité. Comment se fait donc l'équilibre entre le normatif et le créatif? Je commence parce que c'est une question relativement facile. Est-ce qu'il y a des philosophes dans le projet? Oui, il y en a. On a un sous-projet qui s'appelle Projet sous les aspects philosophiques, éthiques et sociaux, dont le chef est Jean-Pierre Changer, qui je pense qu'il est très connu ici. C'est pas philosophe, je sais bien, même s'il écrit avec des philosophes très souvent. Est-ce qu'il y a des phénoménologistes?
À ce que je sais, non, il n'y en a pas. Mais pourquoi il a été un phénomène d'autosélection, si vous voulez, des personnes qui sont là-dedans. Rien n'est exclu pour le futur. Un des aspects de notre projet qu'on a créé un embryon de gens qui étudient, mais c'est seulement l'embryon, ça va croître, on va prendre des autres gens dans le projet. Donc, c'est pas un préjugé idéologique. Il y a beaucoup de points de vue très différents déjà dans le projet. Il n'y a aucune objection à y ajouter des autres. Je vais vous rassurer, mon laboratoire s'appelle, un de mes laboratoires s'appelle Perception et Mémoire. Vous voyez, nous on s'inspire de Merleau-Ponty. Mais ce que je voulais dire donc sur l'idée que notre cerveau se projette dans le temps, et que ce que vous venez de dire, c'est que l'être humain contemporain est poussé à être dans l'instantané. C'est l'immédiateté qui va nous dominer aujourd'hui. Or, ce que vous avez entendu plusieurs fois dans la bouche, je crois, d'Hervé Schneeweiss, c'est que le cerveau est une machine bayésienne, c'est-à-dire qu'elle fait des inférences, elle simule le futur. Et vous savez, quand on est dans la bonne santé mentale, cette simulation du futur, c'est la simulation de la récompense à venir. Quoi que vous fassiez, c'est une récompense pour vous, pour la famille, pour l'entreprise, si vous êtes un dirigeant, etc. Mais nous sommes, avec notre cerveau et notre partie, notamment des lobes frontaux, toujours en train de simuler une récompense à venir. Et vous savez comment on appelle cela? Ça commence par la lettre D. C'est le désir. Donc voilà, on a ici une partie de notre cerveau qui simule en permanence la récompense à venir. Et puis, quand j'ai simulé cette récompense qui va venir, et je suis là aujourd'hui, au temps maintenant, T0, et je consomme cette récompense que j'avais anticipée, ça fait 6 mois. Qu'est-ce que mon cerveau reçoit maintenant? Là, c'est le domaine du plaisir. Donc vous avez compris que là, désir et plaisir s'inscrivent différemment dans le temps. Le désir, c'est une projection. Plus elle sera lointaine et plus efficace elle sera en matière ensuite de prévention de tous les mécanismes. Je fais la liaison avec la table ronde précédente, des mécanismes de l'addiction. Parce que quand désir et plaisir deviennent concomitants, c'est-à-dire que le désir s'efface et que c'est le plaisir qui va nous dominer, eh bien on tombe dans les sphères de l'addictus en latin, qui veut dire l'esclave qui devait payer ses dettes à son maître. C'est-à-dire que le libre arbitre disparaît. Donc, vous avez raison de poser cette question. Est-ce que la société est-elle permissive? Dans le monde moderne, je dirais que non, dans l'émergence du désir. Ce qui pose un vrai problème, comme vous l'avez dit, par exemple, en matière d'innovation, en matière de pouvoir justement exercer notre libre arbitre et non pas être toujours dans cette satisfaction de ce besoin qu'on va appeler le plaisir. Voilà ce que j'ai pu dire très rapidement, mériterait probablement d'en discuter plus longtemps. Merci de vos interventions extrêmement éclairantes. Je voudrais revenir sur l'expérience d'ERA. Parce qu'il y a toute une université de la singularité aux États-Unis qui rejoint les nanotechnologies, le génie génétique, l'informatique, dont le support est le mouvement transhumaniste, qui touche beaucoup de monde actuellement, et pas des imbéciles. Beaucoup de gens assez élaborés aux États-Unis font partie de ce groupe des transhumanistes qui disent en substance « Mon corps et ma carrosserie, c'est rien. Il est temps que je puisse mettre avec un gros tuyau tout ce que j'ai dans mon cerveau dans une immense machine, et après, je serai éternel, et je ne dépendrai plus de mon estomac, de mes intestins et de mes articulations arthrosiques pour me déplacer, puisque je n'aurai plus besoin de ça. J'aurais fait copier-coller de mon contenu cérébral pour le mettre dans une machine qui sera mon être futur. » Alors, est-ce que ça, c'est complètement... Est-ce que tous ces gens assez élaborés, y compris au plan scientifique, sont dans l'erreur complète, ou y a-t-il des raisons de penser que les transhumanistes auraient un petit peu raison toutefois? Bon, je pense que pratiquement tout neuroscientifique a une réaction allergique à ces choses-là. Et moi, je suis le premier. Je pense, il y a quelques minutes, on a parlé de la difficulté extrême de déchiffrer les pensées sur une machine IRM.
Ça, c'est une pensée très... Dans les expériences qu'on a fait avec extrême difficulté, ce sont des pensées extrêmement faciles. Il y a une expérience où on demande à la personne d'imaginer un jeu de tennis et on voit s'il bat à gauche ou à droite. Mais de là, décodifier toutes mes pensées, et toutes mes pensées potentielles, tout ce qui est dans mes synapses, etc. On est des lointains, c'est trop positif. On est dans un autre monde. On n'a aucune technologie, même pensée, qui donne une minime possibilité de faire tout cela. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'on est dans le champ de la pure mythologie, qui ne sert absolument à rien. Il y a un deuxième côté de ce mouvement transhumaniste. On parle de l'énorme augmentation des capacités de calcul de l'homme. Et là, on trace dans l'informatique, on dit que la puissance de l'informatique, ça se redouble chaque année et demie. C'est la fameuse loi de Moore. C'est tout à fait vrai, en tant que puissance de calcul brute. Mais si on voit ce que les calculateurs font, l'élaborateur de paroles que j'ai utilisé quand j'avais 30 ans, avec mon petit Apple, faisait plus ou moins exactement les mêmes choses que l'élaborateur de paroles que j'utilise aujourd'hui. Sauf que c'est un peu moins beau, un peu plus compliqué à utiliser. Donc, la vraie puissance, la puissance cognitive de notre informatique n'a pas augmenté à la même mesure que la puissance en termes d'ingénierie. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la pensée humaine, ou presque tous les problèmes sur la pensée humaine sont encore ouverts. Donc, je pense ni sur le point de vue upload mon cerveau, ni sur le plan remplacer le cerveau par un cerveau artificiel, on est sur le plan de réalité. On ne peut même pas imaginer comment faire une chose comme ça. C'est très bon pour écrire les romans, mais pour le reste, je pense que c'est une perte de temps. Et dire que c'est scientifiquement élaboré, il y a beaucoup de mots. Il y a ça. Oui, je pense que déjà, il faudrait s'entendre sur ce que veut dire faire un copier-coller, parce que je ne vois pas bien à quoi ça correspond sur le plan pratique, sauf à prendre le cerveau. Et encore, j'allais dire, deuxième point, c'est qu'imaginer qu'un cerveau, ça fonctionne sans prise d'information de l'extérieur et sans effecteur qui renvoie de l'information, quel que soit ce type d'information, visuelle, auditive, tactile, somesthésique, olfactive, ça n'a juste pas de sens. Le cerveau, c'est pas juste une boîte qui est posée au-dessus de l'estomac et à quelques distances du cœur. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je voulais peut-être sous forme de boutade répondre à ces questionnements qu'on peut avoir en matière de va-t-on aller vers le transhumanisme. Donc vous l'avez bien dit d'ailleurs, c'est un projet de l'être humain éternel. Et Schopenhauer avait dit exiger l'éternité pour un individu, c'est perpétuer une erreur à l'infini. Donc vous voyez déjà un peu ma position que je peux avoir là-dessus. Mais n'empêche qu'il est vrai qu'il est quand même urgent de s'interroger parce que il y a des formes, sans aller jusqu'à l'immortalité de toute façon, on a aussi des formes aujourd'hui d'usage de médicaments qui peuvent être déviés, et on va en parler d'agents nootropiques qui vont stimuler la mémoire, qui vont stimuler l'attention, on va parler donc des fameux smart drugs, les molécules qui nous rendent intelligentes, et le problème est elles existent de toute façon. Et donc les détracteurs qui disent oui, bon, devraient réfléchir sur l'usage de ces médicaments parce que, premièrement, les utiliser, c'est condamner l'être humain à l'esclavage parce que la plupart du temps, ça va être le domaine du travail ou scolaire. Eh bien, de toute façon, ne nous cachons pas la face. On est déjà en face. Nespresso, pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien? C'est pas à la plage qu'on prend les cafés. Donc on voit de toute façon cette volonté qu'ont déjà les employés de vouloir se surmonter. Ensuite, on nous amène comme deuxième argument, oui, mais là, on est en train de franchir les caps de l'apprentissage dans le domaine du surnaturel, un peu comme le dopage pour un sportif. Ce n'est plus naturel ce qu'il fait. Oui, mais je vous rappelle que l'apprentissage de la lecture, par exemple, c'est pas naturel. Vous êtes en train de préempter un territoire qui sert à détecter des formes. Vous êtes en train maintenant de lui apprendre à utiliser ces formes pour lire.
Donc là non plus, on n'est pas en train de suivre les lois dites naturelles, on est en train de les transgresser quand on va apprendre à lire. Et puis enfin, on nous dit, oui, mais attention, le dopage du cerveau, ça peut aussi entraîner des formes d'addiction. Et l'État ne peut pas laisser faire ça. Mais oui, mais l'État, déjà, il se nourrit dans ses budgets par les taxes qu'on paye sur l'alcool, sur le tabac, et donc ça, c'est permis. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a un débat qui doit être mise en œuvre. Le transhumanisme est un projet de farfelus qui sont des gens qui ont les moyens financiers d'imaginer que, pour eux-mêmes en fait, c'est pas vraiment de l'altruisme, c'est pour eux-mêmes, ils ont envie de faire congeler leur cerveau et de le remettre en marche dans 300 ou 400 ans. Mais bon, ça, ce sont pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, ce sont des initiatives personnelles en général. On ne voit pas encore vraiment de courant porteur d'un espoir global. Mais ceci, c'est vrai, eh bien, on voit aussi poindre là une forme qui était une violation d'un principe même, le principe de parité ou de... c'est-à-dire, c'est pas l'égalité, pardon, oui. L'égalité, l'équité. C'est-à-dire qu'en fait... tout le monde ne va pas avoir accès à ces molécules. Est-ce que tout le monde pourra avoir un bras bionique, etc. Donc c'est là, pour moi, où sont les enjeux. Ce ne sont pas dans l'usage de la technologie, mais c'est plutôt l'application aux fins même de l'humanisme. Est-ce qu'on veut ouvrir ce débat-là? Je pense qu'il est temps quand même de l'aborder. Oui. J'aime beaucoup cette question sur le transhumanisme, parce que je ne sais pas du tout comment y répondre. Et là, on a beaucoup parlé de la faisabilité. Et on peut aussi se demander si c'est faisable, est-ce que c'est souhaitable? Et là, on entre dans les questions aux frontières des neurosciences et de la philosophie. Et par exemple, la question de la conscience. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur l'origine de la conscience en neurosciences. Et un des modèles dominants, c'est la théorie d'Antonio Damasio, qui dit que la conscience émerge du corps. Un cerveau seul ne peut pas être conscient. Donc imaginez, en étant un peu un transhumaniste, un peu naïf, ne connaissant pas ces questions-là, transférer sa conscience dans un ordinateur, c'est pas possible, à moins qu'il y ait un corps extrêmement perfectionné. Et à même imaginer que ce soit fait, peut-on imaginer une conscience immortelle? C'est-à-dire qu'une conscience la conscience est obligée d'oublier. On ne peut pas être conscient et garder le souvenir de tout ce qu'on a vécu. Donc au bout de 1000, 10 000, 30 000 ans, quand vous avez tout oublié, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce que décrit Jorge Luis Borges dans sa nouvelle L'Immortel. Et c'est une vision du cauchemar, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu depuis l'époque d'Homère et qui n'est plus qu'un tas de lambeaux mnésiques. Il n'a plus de continuité de sa propre conscience. Ça mérite vraiment d'être réfléchi. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Un simple auditeur. Oui, j'avais une question par rapport à la vieillesse. Je suis confrontée assez souvent avec des personnes âgées qui, en fait, on voit bien que plus capables de penser vraiment, puisque ne réagissant plus à une interpellation, donc semblent s'être réfugiés dans un monde à eux, mais par moments poussent des cris de douleur, comme si donc ils avaient mal. J'ai constaté ça chez plusieurs personnes âgées. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Là, vous plongez de nouveau dans cette question du cerveau modulaire et dans le fait que on a effectivement chez chacun d'entre nous une activité coordonnée de notre cerveau, mais dans certains cas, soit liée à une pathologie, la poutre tout à l'heure, ou un virus, soit lié à une dégénérescence, il peut y avoir une fragmentation de certaines des activités de notre cerveau. Par exemple, il a été noté maintenant depuis plusieurs années, c'est une méthode de rééducation, que chez des patients Alzheimer, qui ne sont donc plus capables d'emmagasiner des souvenirs en temps réel, vous pouvez leur apprendre à chanter des chansons. Ils vont oublier tous les jours les paroles de la chanson, mais ils vont se souvenir de l'air de la chanson. Ce qui vous montre que la mémoire, elle est aussi distribuée et qu'il y a des éléments de l'activité cognitive, la mémoire de l'air de la chanson, qui peuvent être préservés, alors que les paroles de la chanson, chaque jour, la personne aura l'impression de la découvrir pour la première fois et qu'elle n'aura pas été capable. Alors ça, c'est la réalité de cet espace distribué. Et ensuite, les cris, vous les entendez comme une souffrance.
Est-ce que c'est réellement une souffrance ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est de cette difficulté qu'ont tous nos cerveaux à essayer de décrypter l'intention de l'autre. Tout être humain est un détecteur des intentions de l'autre. Depuis l'enfant qui essaye de capturer le regard de la mère jusqu'au mourant qui essaye de dire adieu d'une certaine façon. Et ça se passe en général par le regard, même si ça se passe par la parole. L'un des grands problèmes de l'enfant autiste, c'est l'incapacité à capturer le regard de l'autre, et à travers l'incapacité à capturer le regard de l'autre, la difficulté à détecter les intentions, donc à interagir dans un espace social. Et donc l'un des grands enjeux qu'on a dans la prise en charge du handicap, mais que ce soit la maladie mentale, que ce soit la neurodégénérescence, c'est la capacité de percevoir l'étendue de l'espace mental de l'autre. Donc tout autant l'incapacité de la personne malade à s'inscrire dans un espace social que notre incapacité à nous inscrire dans son espace mental. Oui, je vais dire une banalité, mais les banalités sont souvent éclairantes. J'ai l'impression que parler de la modélisation, de la réflexion sur la modélisation de la pensée, si on peut y arriver, si on va y arriver plus tard ou pas, c'est simplement une question de grossissement. Grossissement de la vision, grossissement de la pensée. En fonction de la manière dont on va prendre en compte la complexité, on a déjà des modèles de pensée, et des modèles de pensée extrêmement simples. Et au fur et à mesure qu'on va dans la complexité, comme l'intelligence, c'est la complexité, c'est la capacité à pouvoir mettre en relation différentes expériences, différentes connaissances, différentes émotions, on est aussi dans des... On a déjà, je pense, c'est la question que je vous pose, on a déjà des éléments de modélisation de la pensée extrêmement simples. On rentre dans de plus en plus de complexification. Il y a des phénomènes d'émergence qui peuvent faire qu'on peut aller plus rapidement encore dans l'explication de la complexité. Et c'est un petit clin d'œil à Pierre-Marie. J'étais à Pasteur, je ne sais pas si tu te souviens de moi, Alain Guédon, j'étais patron de l'innovation à Pasteur il n'y a pas très longtemps. Je voudrais vous remercier pour les interventions extrêmement intéressantes. J'aurais une question à poser pour essayer de clarifier le point qui était avancé sur le nombre de 30 000 neurones, je vois, qui ont pu être modélisés. Vous avez parlé de 30 000 neurones modélisés dans le cas du rat. Alors la colonne, je voulais savoir, c'est la colonne, 30 000 neurones. Le rat, c'était plus que ça. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut modéliser avec ce qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut modéliser la perception? Et de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on peut modéliser le raisonnement? J'imagine une forme de raisonnement basique. Est-ce qu'on peut modéliser les émotions? Et comment ça marche, cette modélisation de la perception, du raisonnement, si c'est possible, et des émotions? Alors, j'essaie de répondre aux deux questions dans le même temps. Il y a la première question, c'était la complexité. On parlait de modélisation simple. Et puis la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos modélisations simples à nous. Je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai qu'on peut modéliser les pensées simples. Donc, nous n'avons pas seulement un problème de modéliser comme on fait la poésie ou la philosophie. On a un problème de modéliser même les processus de perception plus simples. C'est-à-dire, si moi, je reconnais le visage de quelqu'un qui est devant moi, modéliser comment cela arrive à niveau neuronal, de mécanique, est encore au-delà de nos possibilités. Le rat qui passe à travers le labyrinthe pendant une expérience, modéliser exactement ce qui arrive à niveau neuronal, on n'y est pas encore. Même si ça, c'est un cas limite, parce qu'avec les neurones places, etc., du hippocampe, on comprend beaucoup de plus de ce qu'on comprend moyen. Mais quand même, il y a des choses que nous ne comprenons pas encore. Donc, je dirais, moi, en tant que bon réductionniste, mauvais mot, mais on est fier d'être réductionniste quelquefois, je commence avec les choses simples. Alors, notre colonne, effectivement, c'est un exemple de quelque chose de très très simple. La colonne chez un chat, dans le système du cortex visuel, ça reproduit un tout petit peu de champ visuel. C'est-à-dire, on ne peut pas voir dans la colonne qu'est-ce que le chat voit, on ne voit pas le souris. Mais on peut voir qu'il y a un tout petit point noir là,
sur son champ visuel qui se bouge dans une certaine direction. Ça, c'est le niveau de perception qu'on peut modéliser avec une seule colonne. Maintenant, on commence à mettre les colonnes ensemble. Donc, nous avons mis ensemble une centaine de colonnes différentes. Et on peut voir des très petits mécanismes de perception très, très simples. Mais c'est tout. Ça, c'est la limite de ce qu'on fait maintenant. On peut aussi étudier des petits mécanismes d'apprentissage. On peut voir comment on peut associer un stimule visuel à quelque chose d'autre. Mais de là jusqu'au raisonnement, et je ne parle pas seulement du raisonnement de l'homme, mais du raisonnement d'un animal, on est encore très très lointain. Les émotions. On n'a pas modélisé ça. On sait quelles sont les régions du cerveau qui sont impliquées dans les émotions, mais c'est le même problème que j'ai dans la pensée complexe. Je sais quelles sont les régions impliquées, mais exactement comment ils produisent l'émotion, ça, à niveau mécanique, je ne le sais pas encore. Les émotions sont présentes probablement chez tous les vertébrés, tous les mammifères, donc c'est probablement un mécanisme relativement simple. Donc peut-être un jour on peut modéliser quelque chose. Mais là, j'arrive à un problème qui a été posé avant, le problème de la conscience. Je modélise un état physique du cerveau. Mettons que j'y réussis. Est-ce que cela est équivalent à une vraie émotion ou est-ce que c'est équivalent à une vraie conscience? Ça, c'est un problème pour les philosophes. Dans le sens que même si je fais un cerveau qui est identique, qui reproduit exactement ce qui arrive dans un cerveau biologique qui éprouve une émotion, est-ce que mon modèle, il a une émotion? Je l'ignore, je ne le sais pas, c'est vraiment une question pour les philosophes. Il y a des philosophes même qui se demandent si les gens que nous voyons ont une conscience. Pour la même raison, c'est parce qu'ils sont identiques à nous, mais il n'y a qu'une personne qui sait si elle a une conscience, c'est la première personne. Moi, j'ai l'illusion de l'avoir, oui. Ouais. Non, mais c'est... Juste pour rebondir aussi sur la question de l'innovation, je pense qu'on est dans deux domaines qui sont un peu distincts, dans la mesure où là, ce dont nous parlons, c'est d'essayer de comprendre notre cerveau. Et on essaye de comprendre notre cerveau pour comprendre notre cerveau. C'est pas parce qu'on mime des phénomènes naturels qu'on les fait aussi bien, voire qu'on les fait mieux. On a observé le battement des ailes des oiseaux, mais pour arriver à transporter des gens à l'autre bout du monde, comme voulait le faire Pierre-Marie tout à l'heure pour qu'on change de saison, il a mieux valu qu'on crée des avions et qu'on ait des turbopropulseurs qui n'existent pas dans la nature. Donc il y a une confusion souvent entre les neurosciences et le cerveau artificiel. Le cerveau artificiel, c'est une très belle machine qui fait de la résolution de problèmes et parfois, dans ce cas-là, plus vite que le cerveau humain, mais qui n'a rien à voir avec un cerveau humain. L'homme a toujours inventé des machines depuis la charrette et la roue jusqu'à aujourd'hui, des supercalculateurs qui permettent de faire des choses plus vite, plus haut, plus fort, et c'est pas forcément en utilisant comme modèle la nature. Moi j'ai une question, je pense que vous avez à peu près répondu, parce que je me demandais à la façon, je suis là, je me demandais à la façon de Descartes qui a dit que l'âme était dans la glande pinéale. Est-ce que ce serait une recherche infructueuse de modéliser la pensée comme modéliser l'âme, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher? Est-ce que ce serait infructueux en fait? Voilà. La pensée comme une substance, c'est ça? Je ne sais pas, je reviens à ce que je dis au départ. On a peut-être là juste un problème de définition, peut-être de lexique. Appeler la pensée l'âme. Du temps de Descartes, l'âme, il y avait aussi une connotation religieuse assez importante et qui conditionne un petit peu le travail des scientifiques. On a peut-être dépassé ça maintenant. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas trop votre question, parce que si on s'entend sur une définition que la pensée, c'est ce que fait le cerveau lorsqu'il fait une activité électrochimique d'une certaine nature, distribuée avec une certaine temporalité dans différents endroits, on a réglé le problème. On modélisera la pensée quand on sera capable de modéliser les activités cérébrales à des niveaux d'intégration et à plusieurs niveaux vraisemblablement. Après, une définition de l'âme, moi j'ai pas, si quelqu'un rajoute. Je veux juste rappeler que, en fait,
d'abord, le terme âme, c'est quand même un terme sacré. Donc, on va plutôt le substituer à la notion de psyché, hein, ça c'est, ou l'esprit, si on veut. Deuxièmement, pourquoi Descartes avait voulu nicher dans la glande pinéale? Mais parce qu'en fait, c'est la seule partie qui soit dans votre cerveau unique. Les autres, on trouve toujours le pendant, elles sont en double. Mais comme il était parti du principe que l'âme était indivisible, c'était réconfortant de pouvoir l'introduire dans cette substance qui n'était pas donc en paire. Maintenant, je dirais que c'est presque un faux problème. Là, on parle de quelque chose qui est un tour de magie, un tour de passe-passe de notre cerveau, de faire croire qu'il peut exercer son libre arbitre, que donc la conscience, etc., etc. On l'a déjà dit plusieurs fois. La majorité de notre activité mentale, quand on s'inscrit dans le temps T0, hein, elle est dominée par l'inconscient. Alors que si je fais cette simulation de la récompense à venir, ou si je vais me baser sur des référents du passé pour ne pas répéter mes erreurs, là j'ai une activité consciente. Mais quand je suis dans le temps T0, il faut savoir que là c'est l'inconscient qui est majoritaire dans le cerveau. Donc de temps en temps, c'est la pointe de l'iceberg. On passe un seuil et on est conscient. Et on a une illusion qu'on l'a toujours été. Mais c'est juste une illusion. Rappelez-vous que votre cerveau fonctionne en permanence avec ces lois dites bayésiennes. C'est-à-dire il fait des inférences, il fait des probabilités, il fait des calculs. Il en fait 3 ou 4 opérations en même temps, en se disant peut-être que là, ça va me mener vers peut-être le repas de tout à l'heure, parce que moi, je vais sauter le mien, etc., etc. Il fait plein de calculs, vous voyez. Pendant que vous m'écoutez, ben, votre cerveau, il prend aussi conscience de ce qui se passe dans votre corps. Tiens, j'ai faim, j'ai mal, je suis un peu mal assis, etc., etc. Donc, la conscience, c'est vraiment une illusion du cerveau. Voilà. Cela dit, ce que vous venez de dire pose la question, qu'est-ce qui distingue un état cérébral inconscient d'un état cérébral conscient? Alors, je préfère ce genre de débat, c'est-à-dire qu'on ne va plus dire qu'il y a la conscience et l'inconscient, on n'est pas binaire, mais qu'à chaque régime de notre cerveau correspond des états mentaux. Là oui, états mentaux. Alors quand une personne est entre 1 et 5 Hz, on peut lui attribuer un état mental, vous voyez, c'est l'état que vous connaissez quand vous avez pris un peu trop de rosé en Provence et qu'il fait très chaud, vous avez une mouche qui se pose sur le pied, vous n'avez même pas la liberté de la supprimer, de l'enlever, vous voyez. Donc vous êtes presque, vous n'êtes pas inconscient, vous voyez. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui vous gêne, mais vous ne pouvez pas agir dessus. Et puis quand on monte comme ça en régime, on peut y attribuer différents états de conscience. D'accord? Donc là, effectivement, on avance de plus en plus, grâce notamment à l'imagerie, grâce à la simulation. Il ne faut pas oublier que donc d'avoir des modèles théoriques, c'est de pouvoir prédire des comportements, soit pour un individu, soit de foule. Donc on voit la psychologie sociale aussi progresser énormément avec des modèles mathématiques. La neuroéconomie, dont on a un tout petit peu parlé au travers du neuromarketing, mais n'empêche que, et Kahneman a été cité tout à l'heure, prix Nobel de neuroéconomie, voilà, il a inféré quand même des règles de nos états mentaux qui font qu'on a par exemple des biais cognitifs, tout ça parce qu'il y a des différents régimes. Quand je prends une décision, vous voyez, si je vous dis, allez, je vous donne une paire de dés, je veux la somme de ces dés très forte, donc imaginez faire double 6, bien on verra la plupart des gens faire ça. Ça va, ils vont souffler parce que ça va chauffer, et puis ils jettent très fort. Vous prenez la même paire de dés, vous dites maintenant je veux la somme la plus faible. On se retient. Mais là, on est dans ce cerveau qui va faire du 20 Hz par exemple, vous voyez. C'est le cerveau qui s'accroche sur des croyances selon laquelle un physicien aurait établi une loi qui relie la somme des dés et l'inertie à laquelle vous les jetez. Évidemment, vous savez bien qu'il n'y en a pas. Si vous êtes dans le cerveau pondéré, celui qui fait 40 Hz, le 20 Hz, c'est le cerveau des croyances, de la routine, des stéréotypes. Donc effectivement, au terme de conscience-inconscient, on devrait y ajouter plutôt le terme d'état de conscience. Vous voyez, il y a différents états de conscience. Alors, mon interrogation est la suivante. Notre appareil digestif serait composé de 150 millions de neurones. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un second cerveau, le cerveau du bas? Et c'est très à la mode en ce moment, effectivement. Mais qui veut répondre? Je ne sais pas si on peut répondre, mais la question fondamentale, c'est que
notre système nerveux périphérique, y compris notre système nerveux digestif, c'est une partie aussi de notre système nerveux. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça remonte beaucoup d'informations vers des centres de traitement et d'intégration qui sont plus centraux. Certaines intégrations au niveau de la moelle épinière, d'autres intégrations plus haut. Et ça nous renvoie finalement à ce que le père de la psychologie moderne, William James, disait il y a déjà plus de 120, 130 ans. Il ne faut plus dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », mais « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur ». Et tout ce qui émerge en fait de tout cet appareil qu'on a appelé émotionnel, mais qui est cet appareil sensoriel qui s'alimente aussi bien de la sensorialité du monde réel que de perceptions qui peuvent venir de notre imagination ou de notre mémoire. Tout ça, c'est ce qui met en éveil notre cerveau et ce qui peut aboutir à du traitement cognitif conscient ou inconscient. Et Antonio Damasio dit que les premiers états de conscience émergent des écarts à l'homéostasie. C'est-à-dire que vous avez effectivement des zones du corps qui sont extrêmement énervées, qui sont reliées à une partie du cerveau, l'insula, et quand le corps quitte l'équilibre, qu'il y a un manque de sucre par exemple, ça change la cartographie du corps dans l'insula, et à ce moment-là, les animaux et puis le petit bébé accèdent à des moments de conscience de son manque. Peut-être un complément aussi d'information sur le fait qu'il ne faut pas être étonné d'avoir un cerveau dans notre estomac. Le passage des invertébrés aux vertébrés a été fondamental, mais ce n'est pas l'invention de la vertèbre qui a fait les choses. C'est qu'en fait, le système nerveux des invertébrés, c'est comme une échelle de cordes, et puis vous avez des barreaux. Et donc, quand vous coupez un invertébré, eh bien, finalement, la partie antérieure ou antérieure peut continuer à fonctionner, vous voyez. Mais l'invention chez les vertébrés, c'est d'avoir mis tous les barreaux vers l'avant et d'avoir créé donc un encéphale. Mais dans ce geste-là, on a laissé quand même quelques neurones derrière nous. Et d'où l'importance aujourd'hui de faire cette lecture de ce qu'on appelle les marqueurs somatiques pour que, par exemple, prendre une décision, ce qu'on va appeler le charisme, le leadership d'une personne, je crois que ça a disparu chez les hommes politiques, c'est de prendre des décisions rationnelles avec votre cortex, mais qui vient disons qui va venir se pondérer avec de l'affect également, vous voyez. Cet affect, comme on vient de le dire, c'est aussi une possibilité de lire tout ce qu'il y a dans votre corps, hein, le fameux gut feeling chez les Anglais. Bonjour, je suis élève au lycée Jeanne d'Arc et je me demandais si on pouvait considérer la modélisation de la pensée comme une nouvelle forme de manipulation du cerveau. Bonjour, donc je suis aussi élève au lycée Jeanne d'Arc et j'aurais deux questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que les résultats apportés par la modélisation de la pensée pourraient nous permettre d'accroître les performances de notre cerveau ? Est-ce que les résultats apportés par la modélisation de la pensée pourraient nous permettre en quelque sorte d'accroître les performances de notre cerveau ? Et ensuite, quel lien ou distinction fait-on entre l'étude des mécanismes du cerveau et l'intelligence artificielle ? Et une troisième question, on va la prendre tout de suite. Donc voilà, je m'appelle Thibaut Fat, je suis grand témoin, donc étudiant au lycée Jeanne d'Arc. Moi, je suis juste lycéen, je suis ni scientifique, ni philosophe, je suis juste citoyen. Et donc, je voulais apporter un peu mon avis face à tout ce que vous avez dit. En même temps, j'aurais 2-3 questions après à vous poser. Donc pour moi, qui suis en terminale, j'ai mon bac à la fin de l'année, et j'aimerais peut-être améliorer mes performances. Alors j'aimerais savoir si en faisant une imagerie médicale de mon cerveau ou un IRM, on pourrait voir que mon hippocampe est peut-être pas assez gros, ou que je ne peux peut-être pas stocker assez d'informations, savoir peut-être si je peux améliorer ma plasticité cérébrale, ma plasticité neuronique, et qu'est-ce que je dois prendre pour l'améliorer. Je vais répondre à la question la plus facile, qui est la dernière, il faut bosser, quoi. Bon, alors, deux éléments parce que on pourrait y passer non seulement l'après-midi, mais des jours et des mois. Premièrement, par rapport à la question, il y a un grave danger de croire qu'on pourrait passer d'un modèle de cerveau, c'est-à-dire
la recherche des mécanismes par lesquels travaille notre cerveau à un cerveau modèle, c'est-à-dire une chose unique qui correspondrait à la seule manière de fonctionner et d'utiliser un cerveau. Donc attention à ne pas jouer sur les mots, mais qui sont aussi des concepts. On a répété à l'envi que chaque individu était unique, on a parlé de la variabilité, on a parlé de la plasticité. Le fait de vouloir modéliser le cerveau ne cherche en rien à faire un cerveau modèle ou à dire qu'il n'y a qu'un modèle de cerveau. L'autre élément, c'est par rapport à la question des drogues élégantes, des smart drugs ou des smart pills dont a parlé Pierre-Marie tout à l'heure. Il existe un certain nombre de molécules qui permettent d'augmenter la capacité d'éveil de notre cerveau. Vous les connaissez, c'est le thé, c'est le café, c'est ce que vous prenez le matin pour vous réveiller. Il existe des molécules qui accélèrent le temps de réaction de notre cerveau. C'est ce qu'on est capable de mesurer quand on donne une certaine dose de caféine à quelqu'un. Existe-t-il des molécules aujourd'hui existantes, qu'elles soient licites ou illicites, qui augmentent les capacités de mémoire ou qui augmentent les capacités de raisonnement? La réponse, qui a été faite sur des échelles limitées de personnes, parce qu'il faut utiliser des volontaires sains, et je parle bien chez un individu sain, et donc à chaque fois les expériences qui sont rapportées portent sur moins d'une centaine d'individus. Donc il faut toujours rester extrêmement prudent sur ces résultats. Mais tous les résultats concordent pour dire que ça n'améliore en rien ni les capacités d'apprentissage, ni les résultats dans les tâches cognitives telles qu'un examen comme le bac. Donc reste la bonne vieille méthode suggérée par Bernard. Il va quand même falloir apprendre, il va falloir comprendre, parce que on a cité tout à l'heure l'exemple de Borges avec, on peut citer l'Immortel, mais on peut citer aussi une autre nouvelle qui s'appelle Funès ou la mémoire. La question, c'est pas seulement d'accumuler des connaissances, la question, c'est d'avoir la capacité de les utiliser. Le cerveau humain a d'immenses capacités innées à faire des biais, à faire des suggestions. Par exemple, on sait, dès l'enfant de 6 mois, il sait faire la différence entre 3 traits longs et 3 traits courts, entre 6 billes et 8 billes, mais ça, même les pies sont capables de le faire, même des oiseaux sont capables de le faire. Par contre, pour une opération 365 x 7628, là, il faut commencer à se concentrer et à utiliser un outil qui est l'outil algébrique, qui est la multiplication. Il y a toujours une différence entre l'inné, et les cerveaux de tout le règne animal ont des capacités immenses, et la façon dont les primates, et tout particulièrement l'humain, a été capable de créer des outils pour utiliser toutes ces informations et en faire beaucoup plus. Si je peux, je voudrais répondre à la première question sur la manipulation et aussi parler un tout petit peu de l'intelligence artificielle. Manipulation. Est-ce que modéliser le cerveau veut dire le manipuler? Aujourd'hui, la réponse est carrément non. On fait des modèles qui sont très abstraits par rapport au cerveau réel et qui n'ont aucune implication pour votre cerveau ou pour le cerveau de quiconque. Aujourd'hui. Cela dit, ce que nous le faisons pour des raisons pragmatiques, parce qu'on veut atteindre des buts. Donc le fait que je ne peux pas manipuler le cerveau aujourd'hui ne veut pas dire que je n'ai aucune implication pour le futur. On est particulièrement intéressé aux manipulations à fin thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de trouver des thérapies pour les maladies du cerveau? Ça, aujourd'hui, c'est une tentative désespérée. La plupart des médicaments qu'on utilise sont relativement vieux. Il n'y a aucun de ces médicaments, pratiquement aucun, qui a un effet curatif. On contrôle les symptômes, on gère la maladie, on ne les guérit pas. Donc on espère que nos modèles peuvent servir pour simuler la maladie et donc aussi pour essayer des nouvelles stratégies de traitement. On ne promet pas des miracles. Aujourd'hui, entre le moment où une nouvelle molécule est découverte dans le labo et le moment où ça entre dans la clinique, c'est entre 10 et 15 ans et plusieurs milliards d'euros aussi. On ne va pas abrévier tout cela, mais on veut inventer un nouveau outil pour aider la recherche pharmacologique et aider la recherche médicale. Donc dans ce sens-là, il existe
manipulation, mais on espère avec un fin éthique positif. Dernièrement, et je conclus, c'est la question de l'intelligence artificielle. Il y a un côté de nos recherches qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, c'est le côté technologique. On veut modéliser le cerveau aussi pour comprendre comment le cerveau marche, comment ça résout les problèmes. On ne peut pas faire un cerveau artificiel dans le vrai sens du terme, et je ne vais pas le voir de ma vie, j'en suis sûr. Mais on peut reproduire des petites fonctions perceptives, cognitives, ce que vous voulez. Et on peut les traduire en technologie. Et ces technologies seraient plus semblables au cerveau de ce que les technologies informatiques qu'on a aujourd'hui. Donc, on est vraiment au début. Aujourd'hui, les nouvelles technologies inspirées par le cerveau n'ont aucune application pratique. Je ne peux pas l'acheter. C'est pas en vente. Mais on espère pouvoir faire vraiment de la nouvelle informatique. On espère pouvoir automatiser des choses qui aujourd'hui ne sont pas automatisables. Et cela, c'est un enjeu éthique majeur, parce que quand on automatise quelque chose, on change la société. On le change jusqu'au fond. Et c'est ce qu'on a vu avec l'informatique classique. C'est ce qui est possible aussi avec des nouvelles informatiques qui naissent du cerveau. Alors on a beaucoup de temps. Bon, on ne va pas faire la révolution technologique demain matin, mais c'est quelque chose qu'on pense à pouvoir faire. Et donc je pense que c'est très bien que les citoyens et la société civile commencent à penser à ces possibilités, commencent à en discuter. On a le temps pour le faire, très tranquillement, mais c'est très bien que le débat commence maintenant. Merci. Je crois qu'on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti. On remercie encore Bernard Mazoyer, Hervé Schleves, Richard Walker et Pierre-Marie Guédon. Et merci à tous pour votre intérêt et vos questions. Et je donne rendez-vous à ceux qui souhaitent. 15h à l'Aubette. Démence et déclin de 15h à 17h à l'Aubette et so on. Merci à tous et je vais aller nourrir les cerveaux de nos orateurs.